Alors, 3, 4, 5. Ok. Alors, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur de vous accueillir ce soir dans ce salon virtuel pour parler de poésie et santé. La poésie a été utilisée à fin thérapeutique tout au long de l'histoire de l'humanité. Aristote déjà a parlé de la catharsis par la poésie pour une guérison émotionnelle et au début du 19e siècle, elle a été utilisée au niveau psychiatrique comme recommandation de lecture pour les malades mentaux grâce à Benjamin Rush. Et la poésie peut-elle aider à soigner? Sûrement, la poésie construit des ponts et ce soir, nous en sommes la preuve. Cette rencontre a été organisée par l'association italienne Leggo Quanto Voglio e Poesia in Azione, basée dans les Puglie, dans le cadre du printemps de la poésie de Lausanne. Je profite de l'occasion pour remercier les organisateurs de cette manifestation qui, pendant 15 jours, donnent un véritable souffle à la poésie grâce à de nombreuses initiatives. Mais j'aimerais inviter parmi nous Sylvana Kutz, qui c'est celle qui a créé le site La beauté du soin.net. Sylvana Kutz, lectrice, formatrice, est née à Bari, au Puglie. En tant qu'ingénieure, elle enseigne et fait de la recherche à l'université de Basilicata. Ses recherches associent l'écriture, la lecture, l'essence, la traversée des lieux, l'invisible, la régénération des villes. Depuis 2009, elle anime des ateliers sensoriels de créativité et de lecture à voix haute pour adultes et enfants. Elle a fondé l'association Leggo Quando Voglio e Poesia in Azione e parmi ses publications, il y a 30 giorni, Una terra e una casa, Quel che resta del bello e Manuale di fisica ostica. Bonsoir Sylvana Kutz. Bonsoir Adèle, bonsoir à tous. Je ne parle pas français, mais je comprends un petit peu. Et c'est un plaisir d'être parmi vous. Et je vous souhaite une bonne soirée avec Adèle Nacci, Julie Delaloy, Anne-Claude van der Linden e Anne Jetzer. Dirò qualcosa in italiano, grazie intanto alle nostre ospiti e sono molto emozionata. Scusami un attimo, Sylvana. Sylvana Kutz, elle va livrer juste un petit message en italien pour le public italien qui est en train de nous suivre ce soir aussi. E dicevo che sono emozionata perché stiamo per presentare la versione francese della Bellezza della cura, che è un progetto di poesia in azione, leggo quando voglio, e quindi sarà un dibattito interessante sentire anche lo scambio di saperi e di competenze fra le gentili ospiti che sono proprio nel campo della medicina e dell'arte, della psicologia. E come lato pratico vorrei intanto salutare anche Luisa Prudentino, che è la traduttrice del sito in francese e che oggi ogni tanto fra i commenti scriverà un po' una sintesi di quello che verrà detto dalle nostre ospiti, lo scriverà in italiano. Poi alla fine di questa conferenza, che ricordo è anche in collaborazione col Festival Printemps de la Poésie 2021,
siamo molto onorati e contenti di questa partnership. Dopo la conferenza il video sarà disponibile e fra i sottotitoli si può scegliere la propria lingua di traduzione del sottotitolo, quindi insomma in tutti i modi invito comunque tutti anche all'ascolto della bellissima lingua francese che parleranno Adele Nacci e le nostre ospiti. E per quanto mi riguarda vi saluto, sono qui in ascolto e lascio la parola a voi. Merci. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Le site www.labeautédusoin.net a été inauguré il y a déjà quelques jours dans le cadre du Printemps de la poésie. Il s'agit de la version francophone du site labellezadelacura.it, pensée et créée par la poète Silvana Cruz. C'est une expérimentation destinée à développer en fil à ligne des ressources poétiques susceptibles de s'intégrer à des pratiques de soins conventionnels au sein des établissements hospitaliers et aux médico-sociaux en associant poésie, son et culture. Et nous vous invitons à le visiter. Chaque jour, vous aurez à disposition un enregistrement audio différent et en s'agissant d'un projet de recherche et en portant laisser aussi un commentaire pour raconter ce qui s'est passé pendant et après l'écoute. Ce soir, nous voulons échanger autour de la place que peut avoir la parole poétique dans le cadre d'une pratique médicale ou thérapeutique. Et nous le voulons faire avec des professionnels provenant du monde de la santé et de la culture que j'ai le plaisir de vous présenter. Et, Julie Delalleuil, en 2004, obtient un diplôme de médecine à l'Université de Lausanne, puis un doctorat en médecine. Elle a poursuivi sa formation clinique avec une spécialisation en médecine interne, en infectiologie et en soins intensifs. Elle participe à des projets de recherche toujours dans le même domaine. Parallèlement à son activité de médecin, Julie Delalleuil, poète, en 2008 a publié son premier recueil de poésie, Dans un ciel de février, aux éditions Chênes. Pour celui-ci, elle reçoit la même année le prix de poésie de la vocation de la Fondation Marcel Lustagne-Blanchet à Paris. Un deuxième recueil est paru en 2015, Malgré la neige, aux éditions Chênes, toujours. Bonsoir, Julie Delalleuil. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation et pour la présentation. Bienvenue, merci à vous. Et psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, docteur en psychologie et chargée de cours à l'Université de Genève. Depuis près de 30 ans, travaille avec des adultes de tout âge et notamment des personnes âgées qui sont confrontées à des difficultés cognitives. Et avec son mari, ont développé une approche intégrative, multifactorielle de l'accompagnement des difficultés dans lesquelles l'accès continu tout au long de la vie à des activités variées, créatives et stimulantes joue un rôle essentiel pour la personne. Ensemble, ils ont fondé l'association Viva, valorisée et intégrée pour vieillir autrement, au sein de laquelle sont proposés un atelier de poésie animé par la poète Aline Morcier et de nombreux projets poétiques intergénérationnels. Je donne la bienvenue à Anne-Claude Juliera van der Linden. Bonsoir. Bonsoir Adèle, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là et de rencontrer ces belles personnes qui sont avec moi ce soir. Merci beaucoup. Et je continue avec Anne Yetzer, enseignante depuis bientôt 10 ans dans le cadre du bachelor en travail social à l'Haute École de travail social de Lausanne. Elle s'intéresse notamment au lien entre création artistique et travail social. En 2018-2019, elle a mené avec Fabienne Malbois et Alexandre Lambellet
une enquête ethnographique sur les manières dont l'approche Montessori en EMS reconfigure les relations de soi. Et en dehors de ses activités, Anne Jetzer suit actuellement des études en art-thérapie. Bonsoir Anne. Bonsoir, buonasera agli amici italiani. Merci, grazie. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif de notre rencontre. Et Jacques Prévert disait, la poésie, c'est ce qu'on rêve, ce qu'on imagine, ce qu'on désire et ce qui arrive souvent. Mais encore, il y a l'œil. La poésie m'accompagne depuis toujours. J'ai commencé à écrire à l'adolescence et je crois que ce qui a été le plus important pour moi dans la découverte de la poésie, ça a été la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Le monde intérieur qui, à un moment donné, coïncide avec l'extérieur. Puis la première expression à l'adolescence, ça a été celle du paysage. Le sentiment du paysage que l'on ressent très fortement et puis qui s'incarne dans la poésie. Et puis la poésie, toujours pour moi, c'est vrai qu'elle me permet d'être au monde. C'est vraiment ces instants de fulgurance où on se sent être au monde le plus en adéquation possible. Voilà, ce mais encore peut-être. Comment est-ce que s'exprime? Merci, merci Julie. Derek Walcott, un Nobel pour la littérature en 1992, disait « Je n'ai jamais séparé la poésie de la prière. J'ai toujours pensé qu'écrire des vers était une vocation, un peu comme une vocation religieuse. » Et vous êtes animé de cette double vocation de poète et de médecin. Julie Benaloy. Oui, alors encore une fois, la poésie est arrivée en premier, je dirais, c'est la première vocation, celle qui m'a fait entrer dans le monde, qui m'a fait ressentir le monde. Et puis là-dessus est venue se greffer cette vocation médicale. Et puis là où les choses se sont rejointes, c'est vraiment dans cette recherche un peu permanente de qu'est-ce que c'est être au monde. Et ce sentiment qui est donné par les mots, mais qui est aussi apporté par la médecine, parce que je crois profondément que dans la médecine, dans tout ce que j'ai pu apprendre de la médecine, d'abord dans mes études, et puis surtout ensuite dans ma pratique médicale, c'est que le parcours de maladie, en particulier de maladie, est souvent un parcours où on ressent très fortement cet être au monde. C'est un parcours souvent de solitude, c'est un creusement dans le quotidien, et puis dans ce creusement-là, on doit se poser ces questions-là, on se pose ces questions-là. Et comment y répondre? Alors la poésie, pour moi, est une façon d'y répondre. Et la médecine également. On creuse dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. La poésie, oui. Je ne suis pas poète, mais j'aime beaucoup écouter des poèmes. Et en plus, depuis environ une année, la poésie et le projet La beauté du soin est entré dans ma boîte outils d'animatrice socioculturelle. Et j'ai pu constater le potentiel en termes de bien-être des personnes qui écoutent, comme si effectuer un voyage introspectif, des souvenirs qui remontent à la mémoire, accompagnés souvent aussi de sourires ou de larmes qui expriment de la nostalgie. En plus, quand on écoute un poème, ces mots, on sent que ce ne sont plus simplement des mots en vérité. C'est comme s'ils étaient une présence, comme s'ils devenaient une voix, un corps qui parle, quelque chose d'un distant qui reste dans l'âme. Et l'expérience aussi que je fais avec les personnes que j'accompagne, les résidents que j'accompagne, parfois, ils répondent à la poésie, aux poètes, à la poésie qui sont en train d'écouter. Comme un jour, en écoutant la poésie Amour, je te donne un baiser, je t'envoie un baiser, elle a répondu, mais même deux. Donc, c'est comme une voix, une présence pour eux.
Madame Anne-Claude Juliera van der Linden, le langage poétique, quel impact peut avoir sur notre état émotionnel et cognitif? Et aussi dans le cas des personnes qui sont confrontées à des difficultés cognitives. Alors, en fait, l'écoute poétique est un stimulant intellectuel absolument incroyable et émotionnel aussi, parce que ça va à la fois activer des régions qui sous-tendent le langage, la pensée, les émotions, la musique aussi. On sait que d'écouter de la poésie, ça fait très fortement activer l'hémisphère cérébral droit, qui est aussi celui qui s'active quand on fait de l'écoute musicale. Et également, on voit que l'écoute poétique va générer chez la personne qui l'entend, et au fur et à mesure qu'on entend le poème, ça génère de plus en plus des systèmes de récompense. On observe, quand on fait des études maintenant en imagerie cérébrale, que ces systèmes de récompense, de réjouissance vont s'augmenter de plus en plus quand on écoute un poème. Et ce qui est montré aussi de manière tout à fait intéressante, c'est que ça active tout un rythme cérébral. En fait, on a plein de rythmes dans la vie. On a le rythme de la marche, on a le rythme de la respiration, on a le rythme d'une activité sexuelle aussi. Enfin, il y a beaucoup de nos activités humaines qui sont liées à ces rythmes. Et au niveau du cerveau, on va observer que des activations rythmiques vont aussi contribuer à mettre en œuvre des neurones qui libèrent certaines substances chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui vont particulièrement toucher une partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe et qui est particulièrement impliquée dans la récupération des souvenirs. Donc du coup, il va y avoir une activation finalement et qui est très individuelle parce que, et c'est ce que je trouve très magique dans la poésie aussi, c'est que les mêmes mots n'auront pas les mêmes résonances parce que ces résonances, elles vont dépendre de notre expérience, des mots, de notre expérience de vie qui est associée à tout ça. Mais il y a finalement tout un système incroyable qui va se générer autour de l'écoute poétique. Et de manière intéressante, il y a aussi des études qui l'ont montré, vous en avez fait l'observation, c'est que même des personnes avec des difficultés intellectuelles extrêmement importantes, eh bien, avec cette espèce d'activation qui se met en route et qui va entrer en résonance avec des souvenirs très profondément enfouis, vont être capables de réinteragir tout à fait de manière adéquate avec l'activité présente. Et là, on rejoint la capacité d'être au monde qui était évoquée par la doctoresse de Laloy aussi. Après, ce qui est aussi tout à fait intéressant et qu'on sait, c'est que à chaque fois qu'on se livre à une activité créative, qu'on entend une activité créative, eh bien, ça va aussi avoir un rôle d'émulation au niveau du cerveau. Alors, il y a deux choses d'ailleurs assez intéressantes, c'est quand on écoute de la poésie rythmique comme ça, de la poésie classique avec des vers bien structurés, avec les rimes, etc., eh bien, ça met notre esprit dans une grande disponibilité pour l'écoute esthétique, des choses comme ça, une appréciation esthétique du moment. Et que d'un autre côté, quand on écoute de la poésie qui est plus compliquée, où les termes sont plus compliqués, là, on a une activation cérébrale qui montre que le cerveau, il est curieux, il est en activation, il est en train d'apprendre. Bien. La poésie fait du bien, donc. Ah, ça, il n'y a aucun doute. Anne Jetzer, je viens à vous. Que recouvre pour vous le terme de beauté du soin? Alors, ce qui m'a frappé en lisant l'intitulé du nouveau site, La beauté du soin, mais aussi l'intitulé de ce débat de ce soir, Soigner par la poésie. Comment soigner par la poésie? C'est la place du soin, c'est la place de l'acte de soigner en rapport avec la poésie. Donc, une alliance entre une dimension esthétique de l'art et puis l'acte de soigner, du soin. Et puis, il m'a semblé important de resituer le soin et l'acte de soigner dans la relation, c'est-à-dire dans le prendre soin. Et j'ai travaillé récemment avec mes collègues sur des approches un peu novatrices, des approches pédagogiques un peu novatrices qui se sont faites une place assez importante dans les établissements médicaux
gériatriques en Suisse romande, et notamment l'approche Montessori, qui permettent de changer un peu l'agencement de la relation qui se fait entre le professionnel et la personne âgée, souvent des personnes âgées atteintes de troubles de la démence, de troubles de la mémoire, de la démence. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'on pouvait inscrire la relation du prendre soin dans quelque chose de bien plus large. C'est-à-dire que dans cette approche qu'on pourrait caractériser de sociologie du soin ou d'éthique du prendre soin, le prendre soin place les professionnels, le prendre soin place les professionnels comme des facilitateurs ou comme des accompagnateurs, c'est-à-dire comme des aidants dont le prendre soin est fondé sur le respect, la dignité, l'égalité et la confiance. Donc quelque chose qui dépasse largement les actes techniques du soin, de répondre à des besoins essentiels qui sont d'apporter, de par exemple soigner la douleur, de nourrir, de laver, d'entretenir le corps, mais d'être plutôt dans quelque chose de l'ordre de la dignité, de l'égalité et de la confiance. Et puis, dans ces approches novatrices, aussi de restaurer la dignité de la personne par son autonomie, c'est-à-dire le fait de placer au centre la possibilité de se prononcer, de donner son avis, de pouvoir faire des choix. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est intéressant à considérer, puisque des personnes qui sont en fin de vie, qui sont atteintes de troubles de la démence, sont quand même, malgré ces agencements de la relation du prendre soin, dans une situation inégalitaire par rapport aux professionnels qui sont auprès d'eux. Et la question de l'autonomie se pose donc sous forme d'une question pratique, c'est-à-dire comment à la fois prendre soin et comment à la fois ne pas réduire le pouvoir d'action à la personne. Donc c'est là que j'aimerais revenir sur la beauté du soin, parce que cette question de la beauté du soin tente, me semble-t-il, d'apporter une réponse, même lorsque la capacité d'action d'un résident ou d'une personne, d'un patient malade est réduite. Par exemple, que cette personne n'a plus de mobilité, qu'elle n'a plus de possibilité de prendre la parole, parce qu'on peut penser que les émotions suscitées par la poésie sont portées par la voix et inscrites dans le corps, demeure l'une des dernières formes d'autonomie qui reste à l'être humain. Donc, dans le sens, le fait de considérer la relation dans sa dimension plus large que le seul acte de prendre soin, l'acte de prendre soin dans une dimension plus large, permet aussi de donner sa pleine dimension à la beauté du soin. Merci Anna. Julie Delaleuil, les outils de gestion issus des modèles technico-scientifiques, s'ils sont utiles d'un côté, mais sont loin de suffire. L'objectivité est intrinsèquement réductrice. La démarche scientifique modélise, met à distance son objet d'étude. Il s'agisse d'un corps de patients à l'hôpital ou des consommateurs dans les études de marketing. L'humain est régulièrement pesé, mesuré, quantifié. Mais par nature aléatoire, imprévisible et doté d'émotions, l'humain résiste. Comment vous conciliez en tant que médecin ces deux langages, celui-là scientifique et celui-là poétique? Et appliquez-vous la poésie dans votre travail avec quel résultat? Oui, beaucoup de choses ont été dites par les deux intervenantes et je vais revenir peut-être juste là-dessus et ça répondra d'une certaine façon à votre question. J'ai un mot qui m'a frappé, c'est le mot résonance, parce que c'est vrai que pour moi tout part de là dans l'expérience poétique. En tant que poète, quand j'écris de la poésie, j'écris de la poésie par résonance, par retour ou par arrivée à une forme d'arrière-pays, ce que Yves Bonnefoy, le poète Yves Bonnefoy, décrit comme l'arrière-pays qu'on a tous en nous. Cet arrière-pays, il est fait de beaucoup de choses, il est fait d'images, il est fait de souvenirs, il est fait de sons, il est fait d'odeurs. Et ça, pour moi, c'est la première expérience poétique, cette résonance-là. La deuxième chose qui me frappe, c'est le prendre soin et la relation. Parce que toute la vocation médicale part de ce constat-là, de la relation à l'autre.
Et je crois que la poésie ne réside pas seulement dans le poème, mais c'est une façon de vivre. On vit en poésie parce qu'on est dans une forme d'écoute au monde, mais aussi aux patients. Et souvent, on me dit, mais comment peut-on concilier la médecine, qui est très scientifique, avec justement la poésie, qui semble être une rêverie? Or, pour moi, vraiment, l'attitude poétique, c'est cette attitude d'ouverture au monde extérieur, mais aussi à cette résonance intérieure que l'on a tous. Et je crois profondément que l'arrivée dans un hôpital, le cheminement dans la maladie, nous place face à ce creusement et à cette résonance. Et puis, c'est vrai que dans ma pratique quotidienne, tous les jours, alors je pratique actuellement dans les soins intensifs. On a vécu une année très particulière avec l'arrivée du coronavirus. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui reste de la poésie dans une unité de soins intensifs où autour de moi, pendant une année, je n'ai quasiment eu que des patients intubés, sédatés, qui n'ont plus la capacité de parole, qui n'ont plus la capacité d'avoir des visites, mais est-ce qu'il y a encore une poésie possible? Et je crois que vraiment, même dans cette relation-là, il y a la beauté du soin, parce qu'il y a l'attitude poétique face aux patients qu'on rencontre, face à cette humanité-là. Et pour moi, même dans cette rencontre-là, il y a la poésie, il y a la parole, il y a les mots qui entrent en résonance. Et je crois vraiment que ces deux mondes-là sont tout le temps en connexion, en parole. En tout cas, c'est mon expérience de la médecine et de la poésie. En tout cas, vous, pendant le printemps de la poésie, vous portez avant l'initiative de porter la poésie dans l'hôpital. Vous voulez nous expliquer votre initiative? Oui, alors ça fait à peu près 5 ans maintenant. Quand le printemps de la poésie s'est ouvert pour la première fois en Suisse romande, j'ai vu là une magnifique opportunité de faire, encore une fois, résonner ces deux mondes, le monde de la poésie et le monde de la médecine. Il est parti d'une expérience tout à fait personnelle. J'ai perdu ma mère il y a quelques années, donc je suis entrée en médecine en même temps par la porte de la formation médicale, mais aussi par la porte de la maladie d'un proche. Et dans ces moments parfois très difficiles, dans cette solitude parfois de l'hôpital, ma propre expérience a été celle d'un poème reçu par ma mère à ce moment-là dans sa chambre d'hôpital. Et ce poème-là, qui a été lu à haute voix dans la chambre, a été une expérience fondatrice. La poésie était déjà pour moi très importante, mais elle a résonné d'une façon très particulière. Et puis ensuite, il y a eu le décès de ma mère. Je me suis dit, mais quelque chose doit sortir de tout ça, parce que je pense que cette expérience que j'ai eue, qui a été véritablement une aide pour moi, mais voilà, pour les personnes qui l'entouraient, pour elles-mêmes, je pense que cette expérience-là peut être transmise. Et voilà comment est né le projet, puisqu'on a essayé de développer par la suite, c'était vraiment d'aller au plus près des patients. Alors c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille dans une unité de soins intensifs. C'est parfois difficile de venir lire de la poésie dans les unités de soins intensifs. Donc j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit la façon la plus discrète pour atteindre les patients, c'est de déposer des poèmes sur les plateaux repas. Et ça, c'était le projet phare qui a commencé à se développer dans les hôpitaux, là où je travaillais. Et puis j'ai essayé de porter ce projet dans les autres hôpitaux. Et c'est vrai qu'encore une fois, les rencontres ont permis au projet de se développer. On a aussi organisé des lectures dans les services. Et là encore, ça fait résonance à ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai le souvenir d'une de ces premières lectures dans un service de personnes âgées avec beaucoup de démence, d'une personne qui n'écoutait pas vraiment, puis qui tout à coup a commencé à réciter un poème en italien et de son enfance. Et ça, c'était un moment extraordinaire, une des premières lectures qu'on a fait en hôpital et qui m'a profondément marquée. J'ai beaucoup d'expériences comme ça parce qu'on a invité des poètes, des amis poètes, et beaucoup de ces poètes m'ont raconté ce type de sensations, de sentiments, la mémoire qui s'arrime, la mémoire qui revient. Et puis voilà, donc le projet cette année a pris un peu plus d'ampleur, les hôpitaux, dans toute cette difficulté que l'on a pu tous vivre, que toute la société a pu vivre, le monde de la culture, le monde des hôpitaux. Les hôpitaux se sont réunis autour de ce projet de la poésie, et puis on a pu inviter les poètes romans à distribuer
à distribuer des poèmes et à faire encore ce lien entre ce que je disais tout à l'heure entre l'intérieur et l'extérieur. Merci pour avoir partagé cette expérience personnelle. Merci Julie Delaleuil. Et en effet, ça m'a rappelé aussi que lorsque je fais écouter des poèmes à des résidents, c'est quelque chose de magique, quelque chose qui donne de l'émotion, pas seulement aux bénéficiaires, mais aussi à moi, quand je suis avec eux à écouter de la poésie. Et je me rappelle aussi qu'une fois, je me trouvais avec une résidente qui avait de la peine aussi dans le langage, à s'exprimer, à formuler des phrases. Mais lorsqu'elle a entendu un poème de son enfance, elle a déclamé sans aucune difficulté. Et pour moi, et sa fille aussi, que l'a écouté, a été vraiment très important pour nous. Hein. Voilà le pouvoir de la poésie. Mais j'invite maintenant Anne-Claude Juliera van der Linden à nous parler de son expérience avec la poésie dans sa vie et au sein de l'association Viva. Alors d'abord, j'aimerais juste quand même dire mon émerveillement devant la démarche de Madame Delaleuil auprès des patients et ce que Madame Yetzer racontait aussi. Moi, c'est pas quelque chose que je pratique en termes thérapeutiques dans ma pratique de neuropsychologue. Je suis en train de réfléchir. Je vous avoue que je suis en train de réfléchir à donner un poème comme ordonnance un peu à la sortie d'un bilan neuropsychologique. Franchement, c'est quelque chose que j'ai en tête maintenant. Ceci étant, alors vous me demandez de parler de mon expérience personnelle. Je suis en plein dedans. Et Madame Delaleuil, vous disiez à quel point la poésie avait été marquante pour vous quand votre mère est décédée. Moi, j'ai perdu mon mari d'un cancer du pancréas il y a une année et demie. Et c'était l'homme de ma vie, c'était mon âme sœur et tout. Et mon traitement, c'est de la poésie. Alors, quand il était malade encore, c'était une attention toute particulière à l'extérieur, à un rayon de lumière dans une feuille, des choses comme ça. Je prenais des photos que je lui ramenais d'ailleurs parce qu'il n'arrivait plus à marcher à la fin. Et je l'ai dit à Adèle et j'ai commencé depuis quelques mois à écrire des haïkus qui sont devenus une conversation entre lui et moi. Que je lirai pas ici parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop fort pour le moment. Ouais, mais c'est quelque chose qui me tient. C'est quelque chose qui me fait avancer et qui me paraît vraiment essentiel. Et je pense que cette capacité, alors on a sans doute, enfin, bien sûr qu'il y a une part de vocation, et je pense qu'il y a un apprentissage aussi qui peut se faire, il y a un éveil qui peut se faire à la poésie. Parce que Adèle a évoqué tout à l'heure l'atelier de poésie qu'on fait à Viva. Donc Viva, on a créé ce projet il y a 11 ans avec mon mari, et avec l'idée d'accompagner le vieillissement pour tout un chacun, quoi, pour toute personne qui avance en âge, y compris des personnes avec des problèmes cognitifs au sein de la communauté locale qui est la nôtre, donc à Nancy, en banlieue genevoise. Et nous avons la chance dans cette association d'avoir Aline Morzier, qui est une femme de 93 ans, qui a été pendant 25 ans la présidente du Cercle roman de poésie classique. Et une fois, alors qu'on était en train de faire une activité de dégustation de thé, parce qu'on aime bien les thés toutes les deux, je disais, mais ça serait sympa qu'on ait un moment à Viva où on partage des bons thés, comme ça. Puis je lui dis, oui, mais en même temps, Viva, l'idée, c'est pas l'idée du club d'aînés où on goûte le thé en vieille dame en levant le petit doigt. Il faut quelque chose qui déménage un peu plus. Juste pour vous dire, dans l'idée poésie, on a fait des ateliers de slam aussi avec nos aînés. Mais du coup, je lui dis, mais écoute, on va créer un atelier vu tes compétences de poésie et convivialité. Ça fait depuis 8 ans maintenant qu'une fois par mois, on se retrouve avec un groupe de personnes intéressées autour d'un thème. Et elle, donc notre poétesse, qui a une compétence absolument incroyable, elle est encore dans des jurys internationaux de poésie, nous fait un recueil de poèmes sur ce thème-là et qu'on va écouter ensemble.
Et du coup, c'est très drôle parce qu'on a, en plus, la génération, vous imaginez bien, des octo, voire même nonagénaires maintenant, vous leur parlez de poésie, ils voient les récitations qu'il fallait amener à l'école et c'est pas forcément des bons souvenirs. Et là, du coup, avec cet atelier de poésie, on a permis aux gens de découvrir toutes les résonances incroyables que la poésie amène et à quel point, et les gens le disent, ils disent, mais depuis que je viens à l'atelier, je vois plus le monde extérieur de la même manière. Ça nous forge aussi différemment, ça ouvre des nouveaux espaces d'imagerie mentale et je pense que ce qu'on a dans la tête, les mots qu'on met aussi nous font percevoir une autre réalité. Et je trouve qu'on a vraiment ouvert plein de choses de ce côté-là. On a fait beaucoup de projets intergénérationnels aussi, parce que c'est un des grands axes d'activité de notre association. Et par exemple, on a fait des ateliers de création poétique où on a mêlé des enfants et des personnes âgées. On a fait des calligrammes, c'est très joli à faire parce qu'on a fait des formes d'animaux, des choses comme ça. Et vraiment, il y a des synergies comme ça qui se sont créées, qui sont très, très belles. Et c'est rigolo, vous me parliez de la dame italienne qui a tout à coup eu cette évocation. Nous avons, c'est aussi une jolie chose à Viva, on a vraiment des gens de tous horizons. Donc, on a aussi bien un ancien juriste de la Confédération qu'une dame qui a travaillé toute sa vie comme femme de ménage. Et cette dame, c'était une dame d'origine italienne, justement. Elle, à un moment donné, elle disait, mais attendez, moi, ce qu'on vient de lire là, ça me rappelle un poème. Elle dit, mais excusez-moi, il faut absolument que je me lève pour le dire. Parce que je peux pas le dire assise. Pour moi, dire un poème, c'est debout. Elle s'est mise debout. Elle a aussi déclamé un poème en italien et c'était tellement émouvant, quoi. Donc, c'est vraiment, il y a des résonances dans notre intime du maintenant, de l'ici et maintenant, mais aussi avec beaucoup de nos expériences passées. Et je pense que de nouveau, c'est cette magie de résonance entre des perceptions extérieures, mais aussi tellement d'émotions personnelles, de centration sur nos émotions, sur nos ressentis, sur aussi ce qu'on appelle en neurosciences le mind wandering, c'est l'errance de l'esprit, qui est une espèce de divagation dans laquelle le cerveau est, quand on est non pas au repos, mais plus centré sur nos impressions intérieures que sur la perception du monde externe. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. C'est une belle expérience, celle de faire écouter. Hein. Ces ateliers poétiques sont très enrichissants pour nous et aussi pour les personnes qui écoutent. Et comme je disais au début, la poésie crée des ponts, crée des liens. En effet, entre eux, si une personne écoute un poème et elle vit une émotion, appelle une autre personne pour qu'elle écoute ensemble, pour dire voilà, c'est bon, viens écouter. Donc, aussi aide à la socialisation. Ça, c'est l'expérience de laquelle je suis témoin à la fondation où je travaille. Mais merci. Et Anne Jetzer, comment selon vous accorder à l'art une place au sein d'un EMS? Oui, alors merci Adèle. Juste avant de répondre à cette question, j'aimerais réagir à ce qu'Anne-Claude Juillera a dit, c'est-à-dire que la poésie, c'est aussi un apprentissage. Et oui, bien sûr que c'est un apprentissage. Et moi qui ai maintenant quitté 2 décennies de travail de terrain et de travail de rue avec des outils culturels pour intégrer une haute école de travail social et former les étudiants, eh bien, je peux vous dire que c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Et c'est vrai que c'est un apprentissage et c'est un apprentissage qu'il faut introduire, selon moi, dès la première année d'études bachelor. Et c'est d'ailleurs une anecdote amusante que de dire que les ateliers créatifs à la Haute École de Travail Social, qui n'était pas encore une haute école, avaient tout un étage du bâtiment principal dans les années 70 et 80 et que ces ateliers ont été détruits pour faire un grand auditoire il y a 6 ou 7 ans. Et puis que maintenant, ces 2 dernières années, on est en train de réintroduire le travail d'expression artistique auprès des étudiants, à la fois comme outil de connaissance de soi, mais aussi à la fois comme outil dans la relation, de prendre soin pour s'y maîtriser la relation. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça avant de répondre à la question. Mais c'est vrai que si on parle du pouvoir de la poésie, il faut bien sûr aussi parler de la place de la poésie et de la place qu'elle peut avoir dans les institutions de soins. Et puis, Julie Delannoy, vous disiez que
que vous-même l'introduisiez dans vos services à l'hôpital, mais c'est vrai que dans les EMS, donc dans les établissements médico-sociaux, la question est parfois un peu plus compliquée. Et c'est vrai que dans l'histoire des EMS, il y a une histoire quand même qui est de l'ordre des établissements très médicalisés, hospitaliers, presque asilaires, et que c'est seulement à partir des années 70 qu'est apparue la question de est-ce qu'on pourrait aussi apporter autre chose que des soins dans le fait de nourrir, laver et soigner, au sens médical du terme. Et c'est alors qu'on a engagé les premiers bénévoles et les premiers bénévoles de l'animation qui s'occupaient en fait de la maison et du jardin, qui faisaient quelques bricolages, etc. C'est seulement en 1984, en Suisse, en tout cas d'après les archives de l'AFDEMS, qu'est apparue la question de former des gens à l'aspect animation dans ces maisons-là et donc d'amener de la vie dans les maisons, de s'occuper de la qualité de vie, de l'âme de la maison. C'est quelque chose qui est apparu seulement en 1984. Et là, il apparaît bien dans les textes fondateurs qu'il s'agissait d'apporter des activités sensorielles, du récit de vie, de la musicothérapie, la lecture, des massages, de l'animation spirituelle, de l'art-thérapie. Donc c'est quelque chose qui est très récent dans ces institutions. Aujourd'hui, autour de ces nouvelles pédagogies dont j'ai parlé, on a tendance à replacer la vie de la maison au cœur de l'activité du prendre soin, et puis une activité du prendre soin autour de laquelle tous les corps professionnels s'accordent. C'est-à-dire que ça peut aller du personnel de nettoyage au personnel de cuisine, d'attendance, au personnel médical, au personnel de l'animation. Il y a une convergence vers le fait de redonner vie à la maison. Et donc, on peut dire que est-ce qu'il y a la place pour l'art ou pour la poésie dans les maisons, puisque c'était dans les IMS, puisque c'était ça la question. Je peux dire que dans ce sens-là, s'il y a une ouverture à ce type d'organisation et qu'on peut assouplir un peu les secteurs d'activité d'une organisation très rationalisée et très précise du travail dans ces établissements, eh bien, on a l'espoir de voir l'art non seulement orner les murs, mais faire vivre les âmes. Merci Anne. Julie Delaloy, sur le train à Lausanne, pendant le printemps de la poésie, nous pouvons retrouver des affiches de poèmes. Croyez-vous que la poésie peut-elle influencer le comportement d'une collectivité? Oui, je crois que... Julie, peut-être elle a un problème de connexion. J'ai quelques soucis de réseau. Je ne sais pas si vous m'entendez. Maintenant, oui. Nous vous écoutons et nous voyons aussi. Je donne la possibilité à Julie de rétablir sa connexion et je demanderai à Madame van der Linden, vous avez parlé de rencontres intergénérationnelles, projet intergénérationnel au sein des Viva. Il semblerait qu'il existe un lien étroit entre enfance et poésie. Mais à l'heure des écrans, des réseaux sociaux, quelle place occupe ce genre littéraire dans le cœur des jeunes? Les enfants aiment-ils la poésie? Qu'en pensez-vous à tel propos? Je pense toujours que c'est la manière d'amener les choses qui peut amener les enfants à la poésie. Les expériences qu'on a faites intergénérationnelles étaient toujours très très fortes, mais parce que je pense qu'il y a dans notre espèce une espèce d'atavisme sur le lien entre un enfant et une personne âgée. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les enfants vont beaucoup plus s'intéresser à quelque chose si c'est une personne âgée qui le dit que si c'est la maîtresse ou un autre adulte ou même un copain ou une copine. Et du coup, nous, chaque fois on est venu dans l'école avec des personnes âgées, on s'est retrouvé avec des enfants qui étaient complètement preneurs des projets.
Puis après, c'est clair qu'on a toujours conçu des projets qui soient chouettes pour les enfants. On a toujours eu des partenariats vraiment merveilleux avec des enseignants très motivés. Et puis, on a toujours eu à cœur aussi d'avoir des projets où il y a une activité créative commune et puis qui se termine par un partage avec la communauté. Ça reste pas juste dans la classe. C'est quelque chose qui se termine toujours par une présentation au reste de l'école, aux parents, des fois dans le quartier. On a fait il y a une année, alors c'était pas de la poésie, mais on a fait du tricot. Les aînés sont venus apprendre aux enfants à tricoter. Et puis on a décoré une dizaine d'arbres de la cour de l'école pour les 50 ans de l'école. Et ça, c'est toujours des projets qui sont extrêmement preneurs, que je trouve extrêmement importants parce que du coup, ça donne une sensibilité à la poésie. On a eu beaucoup d'enfants qui ont fait des décrochages à la lecture grâce à ces projets. Des enfants qu'on voyait des fois dans leur coin, un peu même des plus grands. On a fait des projets en primaire, donc chez des enfants de 6 ans à 12 ans en gros. Et parmi les 11-12 ans, on commence déjà à avoir des pré-ados qui ricanent un peu bêtement sur leur siège pendant toute l'activité. Et en fait, on a eu des témoignages d'enfants absolument incroyables à la fin des projets, disant à des aînés, mais merci d'avoir fait ce projet avec nous, parce que depuis que j'ai fait ce projet, je me suis intéressée à la lecture, je me suis intéressée à la poésie, et pour la première fois de ma vie, mon père me respecte. Et du coup, on a là, mais ça vaut la peine de consacrer quelques heures de bénévolat à ce genre de projet. Donc, c'est une ouverture. En plus, je pense que, bien sûr qu'il y a la découverte d'un art majeur, mais c'est aussi la découverte de l'altérité de la personne âgée. Et on sait très bien que dans le parcours de vie d'une personne, la manière dont on conçoit le vieillissement, elle est très déterminante sur la manière dont on va effectivement vieillir. Et dans une société où on est effectivement de plus en plus cloisonné, où il y a plus en plus de hiatus entre générations, notamment du fait des outils numériques, on se dit que si on prépare les enfants à avoir une meilleure image de la personne âgée, eh bien on fait vraiment de la prévention très, très primaire. Merci. Anne Jetzer, la pratique ou même l'observation d'un art peut avoir une utilité médicale, un impact bénéfique sur la santé dans un processus de guérison et de mieux-être. Les milieux médicaux et sociaux prennent de plus en plus conscience de l'influence des arts sur les personnes en souffrance. Quel est votre avis à ce propos? Alors, je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites par notre trio, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il y a un aspect que j'ai découvert en préparant ce colloque qui m'est apparu de manière plus forte et que j'aimerais partager avec vous. C'est-à-dire que malgré les approches d'ouverture qu'on puisse avoir avec des pédagogies comme l'approche Montessori dont j'ai parlé très très succinctement, que j'ai juste évoqué, le prendre soin reste quand même toujours inscrit dans une relation entre un soignant et un soigné, entre une personne qui a l'objet de soins et une personne qui l'accompagne. Et puis, ce qui me semble particulièrement intéressant dans l'expérience du soin comme expérience esthétique, c'est qu'elle peut être partagée. Et c'est que on peut prendre dans ce partage une distance par rapport à la distribution des rôles habituels que l'on expérimente dans le soin. Et ça me semble particulièrement intéressant. C'est-à-dire que même lorsque, pour prendre un exemple, le professionnel lit un poème, il est lecteur avant d'être soignant et la personne qui reçoit est auditeur ou auditrice avant d'être patient ou d'être une personne atteinte de démence ou d'autres catégories. Et là, ce qui me semble particulièrement intéressant aussi dans la beauté du soin, c'est que même quand une des deux personnes lit et l'autre écoute, mais très particulièrement dans la beauté du soin, lorsque l'on écoute ensemble une petite poésie quotidienne, c'est que l'expérience esthétique est partagée et on est ensemble public. On forme une communauté de public dans cette expérience esthétique. Et cette expérience esthétique, elle produit des percepts et des affects qui sont uniques et qui forgent une expérience qui permet vraiment de dépasser la relation du soin.
Et ça me semble être un potentiel assez extraordinaire. Tout à fait, oui. Julie Delaloy, je crois que nous avons perdu. J'ai quelques soucis de connexion, j'espère que vous m'entendez. Oui. D'accord, alors je profite pour vous faire encore poser une question. Oui. Alors, sur le train à Lausanne, pendant le printemps de la poésie, nous pouvons retrouver des affiches de poèmes. Croyez-vous que la poésie peut-elle influencer le comportement collectif de la collectivité, d'une collectivité? Question difficile. J'espère qu'elle influence déjà le comportement individuel et collectif, mais je crois vraiment, et c'est en tout cas mon expérience, même dans un grand endroit, dans un endroit de passage comme les hôpitaux, je crois qu'un mot, un ou deux mots peuvent accrocher l'esprit, peuvent vous ramener à l'intérieur de vous-même et vous faire partager une expérience collective. Parce que la poésie a cette capacité vraiment de lien, de vous relier. Vous lisez un poème et vous êtes connecté avec la personne qui a pu utiliser ces mots. Vraiment, ce lien, moi, je l'expérience. J'ai cette expérience tous les jours dans la poésie. C'est ce qui est extrêmement important pour moi. C'est cette résonance, cet arrière-pays qu'on peut aussi vivre dans les arts tels que la peinture, qui va vous faire entrer en connexion avec d'autres gens. Donc, influencer le comportement, je ne sais pas, tout comme je ne sais pas si vraiment la poésie peut aider à guérir la douleur, mais je crois qu'elle nous ramène à notre expérience d'humain, dans ce qu'il y a de plus essentiel, de plus nécessaire, sur le fil du rasoir vraiment. Je crois vraiment qu'un mot, deux mots le peuvent. Merci. Et maintenant, j'ai une dernière question pour les trois. Et la poète Nora Zapata Prill, qui a fondé la Fondation Donatella Mauri à Romanel, où je travaille en tant qu'animatrice socioculturelle, et qui a fondé la Casa de la Poésie et le Cactus en Italie, dit que la poésie existe aussi bien dans les livres que dans les choses simples de l'existence, dans un geste, dans une déclaration d'amour, dans l'étonnement, dans l'attention à l'autre. Habiter poétiquement le monde, qu'est-ce que cela veut dire pour vous, Anne-Claude van der Linden? Mais je pense que c'est bien ce qu'on a abondamment discuté aujourd'hui. Je pense que c'est une capacité à saisir profondément les stimuli qui sont dans notre extérieur, des gestes simples, une chose belle qu'on voit, un mot qu'on entend, et à le laisser résonner en nous et à nous faire sentir à quel point cette sensation, cette connexion finalement nous ramène au plus profond de notre humanité et nous lie à tous les autres humains qui vont avoir ces expériences-là aussi. Je pense que c'est vraiment une capacité d'être au monde et d'être ouvert au monde sans jugement, mais en le ressentant et en sentant à quel point ça nous relie aux autres. Anne Jetzer, pour vous? Alors, j'aimerais répondre en citant une amie qui est Claire Oppert, qui a publié en 2020 l'ouvrage qui s'appelle Pansement Schubert. Claire est une violoncelliste virtuose et puis elle est musicothérapeute et qui accompagne les personnes en fin de vie dans les hôpitaux parisiens et dans les EHPAD. Et puis, elle a écrit ceci sur la musique et je prends la liberté de remplacer musique par musique de la poésie, donc je dirais poésie. La poésie est chanson d'enfance. Elle permet l'ébranlement, la sensation de fraîcheur et le retour au désir. Elle attend au bord des lèvres sèches quand tout est déserté. La chanson d'enfance est une voix aimante qui coule dans le sang. Elle allume le dernier accouchement de l'âme et recueille dans ses mains délicates, sans rien demander en retour, une vie tout entière. Julie Delaloy? Oui, je crois que je le disais tout à l'heure, la poésie ne réside pas que dans le poème, c'est vraiment l'attitude poétique, c'est
habiter poétiquement le monde, c'est être capable de cette ouverture-là, de cet accueil de l'inaudible, de l'inaccessible qui se cache dans très peu de choses, hein, parfois, dans certains instants de fulgurance. Et vraiment, à l'hôpital, ces instants de fulgurance nous traversent dans des endroits parfois totalement imprévus. Je vous dis, dans les soins intensifs, face à un patient qui n'a pas forcément un état de conscience, et bien dans cet inaudible-là, dans cet inaccessible-là, on sent vibrer cette poésie du monde et cette poésie de l'humain. Merci beaucoup. Et avant d'écouter des poèmes, pour terminer poétiquement, et j'aimerais juste remercier tous les personnes qui ont, dans ces derniers temps, ont travaillé vraiment beaucoup pour la traduction du site, la version francophone du site labeautédusoin.net. J'aimerais remercier Luisa Prudentino qui a traduit le site. Également, j'aimerais remercier le travail des programmateurs Luca Guerrini, Miriam Dignazio, les poètes Julie Delaleuil, Viviane Ciampi, Caterina Apostolopoulou et Watson Charles qui ont lu des poèmes pour la beauté du soin. Et j'aimerais remercier les lecteurs Olivier Perez, Sylvain Diaz, Jérôme Taberlé, Patrizia Ripa et Greta Antoniozzi, ainsi que les musiciens Sara Salvini et Gerardo Tanco qui ont chanté et composé des chansons pour l'occasion. Et Stefano Barone qui a fait le mixage et suggéré la musique. Merci à vous tous et un grand merci à Silvana Kutz qui est la créatrice de tout ça. Et merci aussi à Marcella Signorile qui est dans les coulisses et qui permet cette connexion ce soir. Et je voulais vous inviter, qui veut participer au projet La beauté du soin, il est le bienvenu. Nous cherchons des lieux aussi où faire cette expérimentation poétique. Donc, vous êtes tous les bienvenus à participer à ce projet. Et maintenant, je vous propose un moment poétique, d'écoute poétique pour expérimenter ici, en direct, qu'est-ce que c'est la beauté du soin. Et je commencerai par Julie Delaleuil. Alors, je vous lis quelques poèmes issus de Malgré la neige. Prière. Entre pierre et neige va le ciel fumant. L'air a découpé son étoffe parmi les herbes sèches, porté le souffle et le sang au plus près de la croix. Comme s'avance le jour qui ouvre une clarté neuve, sur la chapelle résonnent les vents dans l'amandier. Rien de sûr ici, sinon le fer, sinon qu'il prie, capable lui seul d'ouvrir au loup un chemin de rosée. Merci. Malgré la neige. Malgré la neige, se risquer encore dans la lumière inouïe du jour, rompre les dernières lueurs laissées par la nuit, déplier devant les cimes enchevêtrées de soleil, les songes encore incertains, où affleure peu à peu l'espérance. Merci. Merci. Maintenant, je passe la parole à Anne-Claude Vendredi. Alors, ce sera très court. C'est un poème qui est très cher à mon cœur parce que je l'ai rencontré sur un sentier de montagne alors que j'étais en plein deuil de mon mari, très peu de temps après. Et c'est un poème qui me fait avancer chaque jour. Je pense que la marche d'ailleurs est très en résonance avec la poésie et puis la créativité.
C'est un poème de Francine Carillo, qui a longtemps été pasteur à Genève et qui est également une remarquable poétesse, une magnifique aquarelliste. Et c'est un tout petit poème. On peut marcher longtemps dans l'incertain, à condition d'ouvrir les mains et de laisser tomber l'appréhension du lendemain. Merci. Anne Jetzer. Alors, je vais aussi lire un très court poème de James Applewhite, qui est un poète américain. Et c'est un poème en hommage aux résidents et aux résidentes que j'ai eu la chance d'accompagner pendant le projet, conduit dans les 5 EMS vaudois, et notamment à Donatella Mori, où j'ai été accueillie avec beaucoup de confiance et de bienveillance. Merci. Sache que la psyché a sa propre gloire, reconnue ou pas, que l'âme peut t'embraser comme les plumes d'un oiseau. Deviens ton propre plumage, sois éclatant, afin que tout arbre soit une cité merveilleuse. Merci. Et moi aussi, j'aimerais lire un poème de Sylvana Kutz. Et voilà, j'essaye. Nous avons tous un secret, mais le corps, c'est tout. Tout. Quel numéro as-tu? Je vais là-bas, où il y a cette rayure rouge pour regarder les gens. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Ça n'a pas été un rêve. Les fils éternels, ténus et tenaces entre les êtres, sont un secret. Racines, qui pour autant que tu aies coupé la plante, sont là, vivantes. Merci. Merci Julie Delaleuil, merci Anne-Claude Juliera van der Linden, merci Anne Jetzer pour avoir enrichi notre connaissance sur la poésie, avoir enrichi cette soirée. Merci. Je vous remercie beaucoup et je remercie Merci à vous. Merci Adèle. Merci. Je remercie aussi les personnes qui ont eu le plaisir et la patience de nous écouter et je vous souhaite des jolis rêves. Bonne soirée, bonne nuit. Et à bientôt. Au revoir, bonne soirée. Arrivederci. Arrivederci.